Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, on est vendredi, jour de podcast basket à l'équipe. Ce nouveau numéro de Step Back sera entièrement consacré à une star NBA, un personnage incontournable de la ligue, mais qui ne joue pas. La plupart du temps, il se tient debout devant son banc, bras croisés sur son impeccable costume sombre, quand il ne hurle pas ses consignes à ses joueurs. Né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans l'Indiana, il est l'homme d'une seule franchise, les San Antonio Spurs, avec lesquels il a remporté 5 titres NBA. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 1996, c'est sans doute le plus grand coach de basket de l'histoire américaine, même si d'autres ont un palmarès ou peuvent présenter un palmarès plus important. Mais son exigence, son éthique du jeu, sa droiture jusqu'à l'excès, sa rigueur et son humanité, son histoire enfin, en font une figure unique. On aurait sans doute besoin de plusieurs émissions pour compter Greg Popovich, 70 ans, pop pour le monde du basket. Arnaud Lecomte, Amaury Pedrio et Max Mallet, bonjour. Vous avez eu tous trois déjà le privilège de croiser l'éternel entraîneur des Spurs dans votre carrière. Et vous nous direz aussi, vraisemblablement, que le nouveau patron de Team USA est rarement tendre avec les journalistes, les arbitres, la NBA et même Donald Trump. La nuit dernière, ces Spurs, qui n'ont jamais raté les playoffs, tête de série numéro 7 à l'Ouest, ont gagné 120-103 face aux Nuggets, synonyme de match 7 dans la série du premier tour, la plus accrochée. Le match, je crois, aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Alors bref, si vous êtes prêts, on enfile tous un maillot blanc et noir avec un bel éperon scintillant au milieu. On prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du pop art. Waouh, vache. Ça part fort, Oui, là, on est sur des bases impressionnantes. J'espère que vous êtes prêts. Bah, d'ailleurs, puisqu'on va voir si vous êtes prêts tout de suite, une petite devinette pour commencer. Quel est le point commun entre Nikola Karabatic et Greg Popovich ? Je pense que ce sont ses ascendances, voilà. Le père, la mère, l'un serbe, l'autre croate, et inversement, non ? Exactement ça, exactement Arnaud. Bah tu commences du coup. T'as appuyé sur le buzzer, tu commences. Il a rajouté un H à son nom, parce qu'au départ, évidemment, Popovich, c'est certainement sans H, je suppose. J'avoue que je ne l'ai pas vérifié, mais ça paraît assez logique. Voilà, il a dû rajouter un H pour... son père, probablement, a dû rajouter un H pour l'angliciser un petit peu, ou le dé-yougoslaviser, le déslaviser un petit peu. Mais oui, en effet, Greg Popovich est le fils d'un Serbe qui s'est installé dans la région d'Indianapolis, dans l'Indiana, où il y a une forte communauté effectivement de l'ex-Yougoslavie qui s'était implantée dans les années 30-40, je pense. Et en effet, il a une ascendance européenne très très forte et d'autres comment dire, il a également beaucoup travaillé, opté pour l'Europe pendant sa carrière d'entraîneur, on le sait, puisque les San Antonio Spurs sont probablement la franchise qui s'est le plus internationalisée depuis une vingtaine d'années, depuis que les portes se sont vraiment largement ouvertes à l'étranger. Et Greg Popovich, si c'est internationalisé comme ça, c'est peut-être aussi parce qu'il a des racines européennes, évidemment. Greg Popovich, Amaury, ça représente quoi pour toi ? C'est difficile à décrire parce que ce soit en tant que journaliste, joueur de basket, parce que je joue encore aujourd'hui, ou même les joueurs que j'ai pu entraîner, c'est une aura qui est presque indescriptible, parce que je connais pas un seul joueur qui me dirait non, je ne veux pas être entraîné par Greg Popovich. Je pense que ce serait le rêve de beaucoup de joueurs, je pense, dans le monde. Pourquoi ? Parce que il a une identité, je pense, qui lui est propre, une manière de prendre les joueurs en main, de les accompagner. Au fil des années, on a aussi découvert un personnage qui crée du lien avec ses joueurs, même si on n'en parle pas souvent, ou si lui n'en parle pas souvent. Les joueurs créent du lien avec lui. Toutes les grandes figures des Spurs pour en parler. Tony Parker en tête, par exemple. C'est quelqu'un qui accueille les joueurs chez lui quand il y a besoin, qui sait ouvrir les bras, qui sait aussi être ferme sur le terrain, mais qui a toujours mis en avant cette philosophie le basket, c'est une chose certes, mais il y a la vie à côté, et c'est peut-être ça qui est plus important encore. On le disait tout à l'heure en introduction, Max, il y a des entraîneurs qui ont gagné plus que Greg Popovich. Phil Jackson a gagné 11 bagues, Red Auerbach 9 avec les Celtics. Il y a aussi Pat Riley et John Kundla dans les années 50 avec les Minneapolis Lakers qui ont gagné 5 titres comme lui. Est-ce que, pour autant, Popovich, c'est bien, comme on le disait tout à l'heure, le plus grand coach de l'histoire du basket américain, ou tu as un autre avis là-dessus ? C'est encore plus compliqué peut-être que de juger que chez les joueurs, parce que il y a tellement de données qui rentrent en jeu, de qui ils ont entraîné,
l'époque à laquelle ils ont joué, ils ont coaché, etc. C'est je pense, du top 5 sans discussion, possiblement top 3. Est-ce que c'est le numéro 1? Là, chacun, c'est subjectif, chacun aura son avis. Certains donneront l'avantage à Phil Jackson et toutes ses vagues. Je pense que ce sera ton cas, Guillaume. Pas Pour forcément. Sa deuxième période, en tout cas. Non, mais pas forcément. C'est l'homme, si on ajoute un saison régulière et playoff, qui a gagné le plus de matchs, 1415, devant Lenny Wilkens et Don Nelson. C'est l'homme qui est en place depuis 23 ans, aux Spurs. 23, ouais. 22 ans de suite en playoff, c'est un record. Il est aussi, on le dit souvent, ou on le dit pas assez peut-être, mais il est head coach, mais il est aussi président des San Antonio Spurs. Ça, on a parfois tendance à l'oublier. Et c'est la plus grande longévité dans le sport US, toute franchise confondue, Arnaud. C'est ça, exactement. C'est l'homme qui est le plus respecté. Je pense que Max pourrait le confirmer probablement dans le milieu du sport américain. C'est probablement l'un des sportifs, entre guillemets, américains les plus respectés, ce qui veut dire beaucoup de choses quand même, parce que le sport américain est quand même extrêmement puissant et dispose de personnalités très fortes dans tous les domaines, que ce soit les sports professionnels, collectifs ou les sports plus olympiques, on va dire. Donc oui, il est énormément respecté, mais je pense qu'effectivement dans ce débat-là, au-delà des titres, des 5 bagues avec la même franchise, je crois que ce qui est le plus impressionnant, ce sont ces 22 années de présence ininterrompue en play-off. Dans la même franchise, parce que ça, pour le coup, je suis pas sûr que ça pourra être refait un jour. Je crois, il y a des chiffres qui circulent régulièrement sur le nombre d'entraîneurs qui ont été éjectés en NBA depuis que Greg Popovich est en place à San Antonio, à savoir 1996. Je crois qu'on est au-delà des 250, 260, j'ai pas le chiffre en tête. Mais il y a eu au moins 250, 260 entraîneurs qui sont passés en NBA depuis que Greg Popovich est arrivé et est en place. Donc ça, déjà, ce chiffre-là, il est complètement fou à notre époque, où évidemment, dans les années 60, dans les 70, des Red Auerbach ou des John Wooden, pour le coup, là, en université, même si c'est pas tout à fait comparable, mais il y a eu des grandes dynasties avec des coachs qui sont restés en place. Mais de nos jours, ça, c'est quasiment impossible dans le sport pro. On le voit dans nos sports, nous, européens, de foot, de rugby, pourquoi pas, de tous les grands sports collectifs, le handball, etc. Les gens... alors, il y a l'exemple canaillé au handball, dans le handball français à Montpellier. Il y a certainement un ou deux exemples encore qui traînent comme ça, mais aux États-Unis, au NBA, où la pression est permanente, Max, tu ne nous diras pas le contraire, ce qui fait sa longévité, sa stabilité aux Spurs est totalement unique et invraisemblable, quoi. Oui, c'est sûr. Après, je peux imaginer, il est encore jeune dans sa carrière, mais comme Brad Stevens se rapproche de ces records-là, parce qu'il est jeune, il est dans une franchise qui a de l'historique et qui peut laisser du temps aussi, qui a des proprios qui laissent le temps de faire les choses. Donc voilà, c'est possible de le revoir. Il y a, je pense, une poignée de franchises dans laquelle c'est possible que ça arrive. Après, un personnage comme Popovich, c'est sûr qu'on n'en refera pas parce qu'il y a un côté de mise en scène qui est assez unique. On l'a encore vu hier, c'est-à-dire qu'avant le match, tout le monde s'attendait à le voir très tendu, faire ses conférences de presse qui durent parfois 30 secondes, et puis il était super souriant, il rigolait, il faisait des réponses très longues. Et puis après le match où ils ont quand même bien dominé Denver, tout le monde se disait là on va avoir un Popovich de bonne humeur. Et il a été exécrable. Il a fait semblant de pas comprendre les questions, d'être remonté. Donc voilà, c'est peut-être c'est un personnage particulier dans l'approche qu'il a pas uniquement du jeu, mais aussi de l'environnement. Il avait peut-être eu la nouvelle du décès de John Havlicek, pour qui il voit un culte. Ça, on le saura pas, mais c'est peut-être le genre d'élément qui sont même de le rendre un peu plus grognon. À l'issue du match 5, son adversaire direct, Mike Malone, le coach de Denver, a eu cette phrase. Pourquoi Greg Popovich n'est pas Hall of Fame ? Je sais que c'est pas le sujet du match de ce soir, mais le gars avec 5 titres de champion NBA ne peut pas se trouver Hall of Fame, alors que vous avez des coachs universitaires qui ont payé une fortune pour pouvoir y accéder. Greg Popovich, pas Hall of Fame, c'est une honte. Est-ce que vous partagez cet avis de Mike Malone ? C'est un avis partagé, mais il n'est pas trop tard pour qu'il. Il pourrait y entrer après sa carrière. C'est très rare que les gens entrent Hall of Fame en activité. En activité, donc il n'y a
pas grand-chose de surprenant. Après, je sais pas, Max pourrait peut-être nous en dire un peu plus parce que il a suivi l'actualité récente de plus près que nous aux États-Unis. Mais bon, je sais pas pourquoi Mike Malone a fait cette sortie. Elle paraît assez curieuse, surtout sans prendre à des coachs universitaires. Bon, sauf s'il y a des soucis entre Mike Malone et certains coachs universitaires. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais pourquoi pas après tout. Mais il est évident qu'il sera au Hall of Fame tôt ou tard, évidemment. Il n'y a pas de discussion, il faut qu'il y soit. Après, la date de rentrée, c'est vrai que c'est... Pour les joueurs, je sais que dans d'autres sports, il y a des règles. Il faut que ce soit après la fin de la carrière. En basket, je ne suis pas sûr à 100%. Voilà, après, c'est sûr que ce n'est pas un entraîneur qui est tout jeune, donc ce serait bien que ça arrive bientôt. Bon, de toute façon, il va pas non plus exercer encore 10 ans, je pense pas. Hein. Il arrive à 70 ans. On sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup de centres d'intérêt en dehors du basket dans sa vie aussi. Donc, on imagine qu'il va vouloir un peu en profiter. Mais pour l'instant, il est surtout en place avec Team USA. Donc, il y a quand même des échéances, notamment les Champs olympiques l'an prochain, où il faudra assurer, quoi. Donc, il sera probablement encore en place aux Spurs aussi l'an prochain. Et puis, quelque part, c'est ce qui fait la réputation de Greg Popovich. Il faut se dire que son héritage, il l'a déjà laissé en NBA. Combien de coachs NBA aujourd'hui ont été assistants sous ses ordres? C'est Mike Budenholzer avec Milwaukee, James Borrego du côté de Charlotte. Donc aujourd'hui, la référence, c'est Greg Popovich, et tous les clubs NBA, s'ils le peuvent, souhaitent s'attacher les services de quelqu'un qui est passé entre ses mains, qui a vu sa méthode, qui sait organiser une franchise à la Popovich. Ouais, je pense que c'est ce qui caractérise aussi Greg Popovich, c'est qu'il a créé autour de lui un incroyable réseau et presque une famille, j'ai envie de dire, avec déjà aux Spurs. Puisque Greg Popovich, certes, est en place depuis 1996. Il était passé déjà auparavant, fin des années 80, en tant qu'assistant de Larry Brown, son grand ami. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il s'était fait virer à l'époque. Et il est revenu par la fenêtre. Et à San Antonio, le propriétaire Peter Holt est en place depuis 1993 ou 14. Et R.C. Buford, qui est le grand patron du sportif, avec Popovich, donc manager général, etc., est en place depuis 2002, mais était déjà passé auparavant aussi dans les mains de Popovich. Donc il y a vraiment quelque chose de créé qui est très de l'ordre du familial, quelque part, avec des gens en place depuis toutes ces années, et effectivement, des gens, ils ont essaimé un peu partout en NBA, à travers les coachs, les joueurs, les anciens joueurs, etc., tout un réseau qui est prêt, évidemment, à prendre la relève et à distiller la bonne parole un peu partout. Si vous deviez résumer le jeu développé par les équipes coachées par Greg Popovich, vous le résumeriez comment? Intelligent. À l'européenne. Brillant au sens où, effectivement, dans une NBA qui a tendance parfois à être un peu caricaturale dans ses structures de jeu, avec assez peu de place faite vraiment au jeu collectif, à la circulation de balles, au jeu sans ballon, etc. C'est vrai que ce que proposent les équipes de Greg Popovich, les différentes équipes des Spurs depuis 25 ans maintenant bientôt, en général, c'est ce qu'on appelle communément des académies de jeu. C'est quoi? C'est une forme de pâte yougoslave dont il est lui directement originaire, ou pas vraiment? Probablement qu'il a des influences. On sait c'est un des rares coachs NBA qui rend régulièrement hommage à Zeljko Obradović, par exemple. Il y a toute l'école yougoslave qu'incarne aujourd'hui Obradović et d'autres, et qui par le passé incarnait Ivkovic, Maljkovic et précédemment le fameux professeur Nikolic qui a comment dire mis en place toute une école à laquelle justement Popovich se réfère régulièrement. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. C'est pour ça que je parlais de brillant, c'est que je pense qu'il fait la synthèse aussi avec évidemment ce que réclament les athlètes qui sont en NBA aujourd'hui, les joueurs très athlétiques. Donc, il y a vraiment une forme de synthèse qui est réalisée, alors qui parfois fonctionne bien, même très bien, même souvent fonctionne très bien, puis parfois fonctionne moins bien, mais au moins il reste fidèle à sa manière de faire. Il n'a pas changé de méthode au milieu du gué, comme certains pourraient faire. Donc voilà, c'est probablement le secret aussi de la longévité. C'est un coach qui a toujours dit qu'il détestait le tir à 3 points. Il s'y est tenu sur les 23 années où il a coaché. San Antonio est toujours une des équipes qui tire le moins à 3 points
en NBA, et ça reste une équipe qui se qualifie chaque saison en play-off, qui peut éventuellement embêter le numéro 2 à l'Ouest. C'est un coach qui, je dirais pas qu'il aime être à contre-courant, mais son basket semble être à contre-courant de ce qui se passe en NBA. Quand on pense aux titres remportés face à Miami, on beaucoup pensé que c'était vraiment la quintessence du jeu collectif, avec magnifier Boris Dio comme il l'avait fait dans certains rôles, des joueurs d'appui. C'est quelqu'un qui s'est fait une spécialité de magnifier des joueurs en provenance du banc. On pense forcément à Ginobili, mais à d'autres, et qui arrive à tirer l'essentiel de chaque joueur sur des points précis. Et finalement, c'est un puzzle qui se met en place, et il est le seul à pouvoir les résoudre parfois. Je crois qu'il respecte le jeu, la défense notamment. Aujourd'hui, on a beaucoup de débats depuis quelques années en NBA, notamment en saison régulière, sur le niveau défensif qui est parfois un petit peu délaissé. Et lui, toujours là-dessus, a toujours été très droit. C'est-à-dire qu'évidemment, il sait bien que ses joueurs vont pas défendre le plomb 82 matchs. Il n'a pas peur de laisser parfois ses cadres au repos sur des gros matchs et de l'assumer publiquement. Bien sûr. Je pense que là-dessus, on se rappelle du fameux épisode, c'était quoi, 2012, dans ces années 2013, je crois, où un gros match à Miami, c'est le match de Noël d'ailleurs, il me semble, période des fêtes, un match qui est très important d'un point de vue marketing, économique pour la NBA, etc. Ils avaient prévu un choc Miami-San Antonio en pleine période de finale, justement, et il avait mis de côté, au repos, Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan et même Danny Green, je crois. Les quatre, tout d'un coup, ça avait fortement mis en colère David Stern, qui à l'époque était encore le commissionnaire. Ça devait être vraiment vers la fin de David Stern, me semble-t-il. Et ça l'avait mis en colère. Et Stern avait critiqué ouvertement Popovich, qui ne s'était pas démonté du tout, et qui avait assumé le fait que, il y a par moment... Alors là, il y avait un peu de provoque, parce qu'un match de Noël, il sait très bien que ça met la NBA un petit peu, et ses partenaires, les télés, tout ça, dans l'embarras, de ne pas avoir une équipe des Spurs au complet. Mais c'est quelqu'un qui est capable d'aller assez loin, parce qu'il a justement une aura aujourd'hui, un respect énorme. Il n'a pas peur, Max, de dire ce qu'il pense. On l'a vu parfois prendre des techniques de manière un petit peu théâtrale. Tu parlais tout à l'heure de mise en scène, mais il n'a pas peur non plus de prendre des positions politiques très claires, très fermes, presque agressives, j'allais dire, par rapport à Donald Trump. On sait qu'il n'est pas globalement très apprécié des basketteurs et des sportifs outre-Atlantique, mais Popovich, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Oui, Trump n'est pas apprécié, surtout en NBA, qui est, on va dire, le sport sans doute le plus avec le plus de conscience politique et même et le plus orienté démocrate. Par exemple, le foot américain est beaucoup plus divisé, pour donner un exemple. Et oui, il a pas peur de l'ouvrir sur Trump et sur la société américaine en général. Il a pas eu peur de dire un jour clairement, on vit dans un pays raciste, des choses qui sont quand même très fortes, qu'on entend quasiment jamais, de la part de personnes qui sont blanches, de dire qu'il est conscient que les personnes, les amis qu'il connaît, qui sont de couleur et qui ont des enfants, qu'ils ont des peurs de ne pas les voir rentrer le soir à cause des violences qu'il peut y avoir, notamment policières, que lui n'a jamais eu à avoir ce genre de peur, et que donc il comprenait ce qui se passait entre guillemets de l'autre côté de la barrière. Donc voilà, il a toujours affirmé ça, et ce qui est assez étonnant, c'est que le propriétaire des Spurs, Peter Holt, est un gros supporter de républicains et de Trump, qui a fait des bons petits chèques à la campagne, à la cérémonie de l'inauguration, comme on dit ici, le jour où Trump a été l'investiture, voilà. Mais voilà, ça n'a jamais posé de problème publiquement, qui s'exprime aussi ouvertement. Il l'a fait assez fort entre il y a 2 ans et 1 an et demi, juste après l'arrivée de Trump. C'est un peu moins le cas à l'heure actuelle. Il était question d'ailleurs, mais ça peut arriver à tout moment aussi. Il était question, Maxime, il y avait des papiers, j'avais lu des papiers comme quoi il était question qu'il se présente peut-être contre Trump. Est-ce que c'était vraiment de la galéjade et des élucubrations de journalistes, ou est-ce que c'était un peu sérieux?
plus de je pense de la rigolade de journaliste. C'était ça parce que Steve Kerr, donc qui a joué pour lui aux Spurs en fin de carrière de joueur pour Kerr au début des années 2000, est aussi un coach qui s'exprime et qui a une conscience politique assez forte. Et donc c'est vrai que beaucoup de journalistes influents ici ont commencé à dire Popovich Kerr 2020, c'était un peu la blague. Donc c'est vrai que ça, il y a rien eu disant qu'il risquait de se présenter. De toute façon, il s'était engagé déjà depuis un petit moment avec Team USA pour 2020. Donc son objectif 2020, il est à Tokyo plus que aux États-Unis. Justement, cette nomination à la tête de Team USA, la transition toute trouvée, mais c'est quoi? Ça ressemble à un bâton de maréchal pour quelqu'un qui a été élu 3 fois coach de l'année, ce qui est aussi un record, ou c'est une manière de dire aux stars NBA, hey, vous allez être coaché par Pop, alors s'il vous plaît, vous allez tous au jeu de Tokyo? Je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit pour vraiment sensibiliser les stars NBA, d'autant plus que pour ces dernières années, il n'y a pas besoin de battre le rappel. En général, tout le monde, il y a toujours des absents bien sûr, mais il y a quand même toujours des grosses équipes maintenant dans les compétitions internationales. Donc je suis pas sûr que c'est pour répondre à ce besoin-là. Oui, il y a un côté probablement bâton de maréchal parce qu'on peut penser qu'il a un peu été oublié par rapport à Team USA, même si, rappelons-le, il a quand même fait partie de la pire représentation NBA en compétition internationale au début des années 2000, puisqu'il était assistant coach de Larry Brown en 2004 aux Jeux d'Athènes, me semble-t-il, de mémoire, et également au championnat du monde d'Indianapolis 2002, alors avec George Karl à l'époque, et d'ailleurs c'était même chez lui à Indianapolis avec la Yougoslavie qui devient championne du monde et une équipe une salle d'Indianapolis qui était complètement pro-Yougo, et je suis persuadé que Popovich ça l'a un petit peu secoué cette histoire-là. Donc oui, c'était pour rattraper peut-être un peu une absence de grande représentation à l'international pour lui qui justement incarne en NBA la mondialisation, la globalisation du basket à travers les nombreux joueurs internationaux qui ont joué aux Spurs. Et ça aurait été dommage de finir uniquement sur la carrière NBA. Est-ce que s'il termine par un titre olympique, c'est pas ajouter quelque chose de superbe en plus à sa carrière? Je pense que voilà, tout le monde dira oui. Donc, Et puis, on avait marre du discours un peu lénifiant de Coach K, même s'il a été extrêmement brillant pendant son long passage à la tête de Team USA. Il y a un côté rédemption aussi, je pense, dans cette nomination, parce que quand Coach K donc avait été choisi par Jerry Colangelo, qui est le patron de USA Basketball, il y avait eu une sorte de malentendu entre Colangelo et Popovich autour de... Colangelo était ressorti des discussions avec Popovich avec l'impression qu'il n'avait pas spécialement envie, qu'il n'était pas convaincu qu'il avait la fibre patriotique pour prendre Team USA à l'époque. Donc on était au milieu des années 2000. Et donc Popovich avait été énormément vexé par cette réflexion-là et par cet argument-là. Lui qui a notamment été dans l'US Air Force, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc côté patriote, c'est quand même difficile de lui nier. Et donc ils ont aplani leurs différends et ils se sont entendus pour que après les JO de 2016, ils soient entérinés que ce soit Popovich qui prendrait la suite et qui enfin aurait ce poste qui méritait sans doute depuis de longues années. J'aimerais que vous me parliez un petit peu maintenant du personnage Popovich au-delà du basket. On disait tout à l'heure, il a beaucoup de centres d'intérêt. Il n'y a pas que le basket dans sa vie. Parlez-moi un petit peu de cet aspect-là, justement. Moi, personnellement, je voudrais partager le souvenir de Belgrade l'année dernière. Justement, d'ailleurs, il voyage pas souvent pour des événements NBA. Là, pour le coup, il fait le voyage quand même dans sa région pour aller voir ses amis. Sur les 4 jours où j'ai pu le voir à l'œuvre, c'était quelqu'un qui presque ne s'intéressait pas au basket, mais aux joueurs qu'il venait voir. C'était le background, d'où il venait, puisque c'était donc des joueurs internationaux qui venaient se présenter à lui pour un camp de jeunes, donc vraiment s'intéresser à leur vie, leurs conditions de vie. C'était partager des anecdotes, c'était aussi passer du bon temps. Voilà, il est allé manger au resto tous les soirs. On sait que c'est un amateur de vin. C'est quelqu'un qui est passionné par les histoires des gens.
Et vraiment, je l'ai vu en direct. C'est pas juste de la mise en scène de ce qu'on peut voir à travers les reportages ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cet intérêt pour l'humain et ce qu'il représente et les parcours de vie. T'as aussi ce sentiment-là, toi, Arnaud, quand t'as été amené à le rencontrer, à travailler parfois avec lui? Oui, bien sûr. J'ai deux souvenirs qui tournent autour du même sujet, à savoir le vin dont parlait à l'instant Amaury Perdriau. C'est effectivement un amateur de vin, et il se trouve qu'il est venu en France jouer avec les Spurs à Villeurbanne au mois d'octobre 2007, je crois, donc juste après le 4e titre. Et il avait été accueilli entre autres par Grégoire Beugnot, qui a été longtemps entraîneur de Villeurbanne, qui à l'époque était entraîneur de Chalon-sur-Saône, belle région de vin en Bourgogne. Et Greg Beugnot lui avait offert une bonne bouteille et lui avait surtout donné les bons plans dans la région pour aller remplir sa cave, commander des bonnes bouteilles. Donc on avait vraiment ressenti très fort à ce moment-là l'amour qu'il avait pour le vin, la bonne bouffe, la gastronomie, et bon, le côté un peu, même beaucoup européen de Popovic s'était manifesté à ce moment-là. Et puis j'ai un deuxième souvenir en 2005, l'année du 3e titre et du match 7 contre les Detroit Pistons de son grand ami Larry Brown. Et il nous avait fait un show lors de la conférence de presse qui précédait le match 7, qui pourtant est le match des matchs, quoi, le match le plus important pour tous les joueurs et tous les protagonistes et tous les coachs. Et il avait fait un show la veille du match. Ça avait été quelque chose à San Antonio, et il avait notamment raconté un peu pourquoi il aimait le vin, et il était parti complètement hors sujet, hors terrain. Il n'avait absolument pas voulu parler une seconde, alors que tous les journalistes étaient obsédé à l'idée comment vous allez faire pour défendre sur un tel et sur voilà. Lui avait complètement esquivé les questions sportives, et il nous avait parlé de son amour pour le vin sans qu'on lui demande, et ça avait fait une demi-heure comme ça avait été un très très grand moment. Et c'est vrai que du coup à Belgrade, cet amour pour le vin, on l'a partagé brièvement ensemble, et finalement autour d'une bouteille que j'avais ramenée, et un mois plus tard, il m'écrit uniquement pour me dire cette bouteille, je m'en souviens, je l'ai goûtée avec des convives, on a tous apprécié. Donc finalement, on n'a même pas un courrier basket type, c'était juste, je me souviens de cette rencontre autour du vin. Et il y a un excellent article sur ESPN qui est sorti très récemment aussi pour expliquer que il oblige presque ses joueurs à assister à des repas d'équipe dans des restaurants où il a choisi de réserver des mois à l'avance, parce qu'il sait que la cave à vin va lui plaire, il va pouvoir proposer aux gens et faire découvrir. Et du coup, oui, ça devient presque obligatoire pour les joueurs d'assister à ces repas. C'est des sortes de réunions, de communion autour de cet amour de la gastronomie. Étonnez-vous après qu'il ait embauché 6 Français aux Spurs dans sa carrière d'entraîneur aux Spurs. C'est ce que tu fais, Max, quand tu vas l'interviewer sur les parcs NBA. Tu pars avec ton cubi de rouge pour l'amadouer un peu, parce que c'est pas toujours facile en tant que journaliste de bosser avec Greg Popovich. Non, et puis c'est vrai qu'aux États-Unis, dans le cadre des Spurs, ils donnent aucune interview en one-on-one, en tête-à-tête. Il peut le faire, par exemple, il peut avoir des trucs autour de match pour ESPN, par exemple, mais là on est différent et j'ai essayé un jour de dire aux attachés de presse des Spurs que j'étais prêt à amener des bouteilles, et ça n'a pas fonctionné. Donc, t'as précisé ce que c'était ou pas, parce que... Non, j'ai laissé planer le doute, la découverte, le mystère. Du vin français. Je suis sûr que ça, sûr, il va finir par craquer. Du vin de chez moi, je voulais faire découvrir quelque chose. Voilà. Du vin du Roussillon. Propose-lui du vin, pas un truc qui pique. Mais c'est vrai que après, ouais, mais comme je disais, c'est dans ses apparitions devant les médias, il y a un côté mise en scène qui est extrêmement fort. C'est vrai qu'on a parlé dernièrement de Westbrook qui autour de son manque de respect envers certains journalistes, de toujours dire next question quand certains journalistes d'Oklahoma City l'interrogeaient, et après le match d'hier, des gens se demandaient mais pourquoi on s'en prend pas à Popovic de la même manière qu'on s'en prend à Westbrook quand il fait une conférence de presse où il refuse en gros de répondre aux questions, il fait semblant de pas comprendre, il met un peu en boîte les journalistes qui l'interrogent. Sauf que pour Popovic, c'est vrai, ça va vraiment, voilà, comme Arnaud le disait, un jour ça va être une conf où il va parler pendant une demi-heure en rigolant, en racontant des anecdotes, en faisant 2-3 blagues avec le journaliste plutôt qu'à ses dépens. Et puis d'autres jours, il va décider que voilà, on ferme la boutique. Aujourd'hui,
j'ai pas envie de parler, je veux faire passer un message à tout le monde et notamment à mes joueurs. Donc je vais parler 30 secondes, ça va être un message très simple et très clair et tout le monde l'aura bien compris. Donc voilà, il y a cette dimension-là, elle est assez difficile à appréhender, c'est-à-dire que des fois où vous attendez à ce qu'il soit pas content du tout, voilà, ça part dans des grands points presse super intéressants. Et puis un jour vous dites là il y a plein de trucs intéressants et puis tout à coup il y aura plus rien. Donc il est assez déstabilisant à ce niveau-là. C'est imprévisible, quoi. C'est fascinant. Des fois on peut poser une question qui est objectivement une bonne question et il va pas vouloir répondre. Et puis il y a d'autres fois où ça va être une question un peu pas tip top et puis le sujet l'intéresse, donc il va faire une réponse qui peut être d'1, 2, 3 minutes si ça le chante. C'est le paradoxe un petit peu de cet homme. C'est quelqu'un qui est jamais trop là où on l'attend, mais qui en même temps a mis en place depuis 22 ans un système qui, lui, par contre, est toujours là où on va le chercher, où on l'attend. Et en même temps, il y a cet amour qu'il a pour des joueurs un peu comme ça aussi, un peu déroutant, un peu déstabilisant, un peu imprévisible, comme tu disais, Amaury. Un Ginobili, on est évidemment l'exemple absolu. À l'inverse, à l'opposé, Tim Duncan est le joueur le plus cohérent qui soit. C'est-à-dire que là, on a, c'est pareil, une association de deux mondes complètement différents qui ont formé pendant plus de 10 ans une équipe exceptionnelle qui va rester dans tout ce cycle-là qui s'est terminé l'an dernier probablement et même l'année d'avant, mais l'année dernière avec les retraites de Ginobili et de Tony, enfin les retraites, le départ de Tony Parker. C'est vrai que ça s'est terminé l'année dernière, tout ça, ce cycle-là, et que il y aura eu 15 années, un peu plus même, éblouissantes et qui resteront gravées, je pense, dans l'histoire du basket, quoi. Justement, c'est ça aussi, la marque Popovich, avoir su s'entourer, ou en tout cas incarner une fidélité avec certains joueurs majeurs, Avery Johnson, Tim Duncan, David Robinson, Tony Parker, Manu Ginobili. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'effectif actuel des Spurs, il y a un joueur qui peut incarner cette continuité sur le terrain voulue par Popovich à côté du terrain ? Ça paraît compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Les derniers joueurs qui restent là, je pense qu'un des plus anciens, c'est Patty Mills, qui ne jouit pas d'un rôle, démesuré dans cette équipe. La Marcus Aldridge, ce sont des joueurs qui se sont presque imposés à lui plus que choisis. 35 ans aujourd'hui, la Marcus Aldridge, je veux bien qu'il puisse jouer encore jusqu'à 40 ans avec son style, mais bon, 35 piges, quoi. C'est une non, mais il y a les deux petits jeunes oui, c'est White qui représentent les Spurs de demain. Et Dejounte Murray aussi. Sauf que peut-être que Greg Popovich ne sera plus là demain, et donc il y aura une rupture à un moment donné. Elle arrivera. Donc est-ce que lui tirera sa révérence en même temps qu'une autre génération prendra le relais et ce sera ses assistants. Malheureusement, c'est vrai que c'est une vraie fracture, il faut en parler. C'est lui qui devait incarner la suite, c'est Kawhi Leonard, qui était totalement dans le moule, qui avait été récupéré. Qui avait été récupéré, on ne sait comment, par Popovich, qui l'avait façonné à sa main, en effet, pour en faire un défenseur absolument extraordinaire et un attaquant qui commençait à l'époque déjà, même plus que ça, à montrer le museau, si je puis dire, et qui aujourd'hui est devenu une référence. Un des top 10 joueurs du monde aujourd'hui. Donc, ça aurait dû être Kawhi Leonard. Alors ça restera probablement une tâche un peu aussi sur la fin de carrière de Greg Popovich. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Kawhi Leonard et son entourage l'an dernier ? On n'a pas encore toutes les réponses à tout ça pour qu'il s'en aille, pour qu'il demande à partir, pour qu'il fasse un peu la grève l'an dernier quand même. C'est qu'il y a eu quelque chose. Donc, on le saura peut-être un jour, on espère, probablement même. Mais c'est sûr que je pense que c'est un peu une petite tâche dans la fin de parcours et dans la transition qui devait s'effectuer avec Kawhi, qui était un joueur pour 10 ans aux Spurs, théoriquement, quoi. Mais malgré ça, il a amené son équipe en play-off l'an dernier, encore cette année. C'est là où il y a énormément de franchises qui, au milieu de ce cirque qui a été la saison dernière de Leonard et l'échange à l'intersaison, qui aurait complètement explosé en vol et qui aurait disparu, qui aurait fini 9, 10, 11, 12e de cette conférence Ouest qui est absolument redoutable. Et lui
a su justement garder son équipe à flot. Et alors, elle est pas parmi les prétendantes au titre, hein, on va pas se mentir, mais l'amener en play-off encore ces 2 dernières saisons, c'était quand même un sacré exploit. Et elle pousse Denver, numéro 2, hein, rappelons-le quand même, de la conférence Ouest cette année. Elle pousse Denver à un match 7 quand même, hein, de tous les dangers. Et on sait que Popovich, des matchs 7, il en a joué quelques-uns, il en a coaché quelques-uns. Denver, c'est un peu moins le cas, donc allez savoir ce qui va se passer demain soir, samedi soir, pour ce match 7. Donc voilà quoi, c'est encore une fois l'équilibriste est revenu sur le fil et n'a pas perdu le manche quoi du tout. Justement, pour terminer ce podcast spécial pop, j'aimerais que vous me donniez un prono sur ce match 7 samedi. Donc ça va être en ligne ce soir. Oui, c'est mouillé. Vous allez vite être bon ou pas bon. Est-ce que on met les Spurs au deuxième tour ou pas ? Moi, j'ai voté pour les Spurs au deuxième tour au match 7. Je suis pas mal pour l'instant. C'est vrai ça ? Eh oui, c'est vrai. D'accord. Je pense que Denver va s'accrocher avec cet avantage du terrain et apprendra de ce match 6 là où ils ont été en déroute. Donc je pense que Denver va remporter le match 7. Bah pour contredire un peu Amaury, je vais donner les Spurs parce que voilà, encore une fois l'expérience et puis de ces matchs-là qui sont pas les matchs comme les autres. Est-ce que Denver va pas avoir la main qui tremble un peu demain soir sur son parquet malgré la confiance qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, je vais histoire de rigoler un peu, je vais donner les Spurs. Max, c'est toi qui vas arbitrer pour le coup. À toi le mot de la fin. Ouais, en fait, quand j'ai vu Nicolas Batum pour évoquer justement ce premier tour de play-off et discuter de toutes les séries, et c'est vrai qu'il m'avait dit que c'était celle qu'il envisageait le plus d'aller au match 7, et il était assez difficile. Il me dit, t'en penses quoi, toi ? Et je lui ai dit Denver sur le moment. Donc lui avait répondu, alors je prends San Antonio. Donc j'avais dit Denver à l'époque. Donc je vais rester avec Denver. Il y a quand même il y a eu des moments d'absence, mais des moments où ils ont payé leur inexpérience. Mais il y a quand même eu pas mal de choses intéressantes aussi de leur côté. Et ils sont à domicile, c'est quand même un atout assez important pour un match 7. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est 2 tiers, 1 tiers en faveur des équipes à domicile sur un match 7. Et c'est la meilleure équipe de la saison régulière à domicile Denver. Il y aura quand même un Serbe qui gagnera quoi, puisque Jokic dans ce cas-là sera au deuxième tour. De toute façon, on enverra le podcast à Greg Popovich assorti d'une bonne bouteille de vin, et comme ça, quand vous le croiserez la prochaine fois, vous aurez des comptes à lui rendre. Merci beaucoup, c'est fini pour ce numéro de Step Back. Je vous dis à la semaine prochaine où on parlera d'un tout jeune joueur, Zion Williamson. Bye bye.